Lundi, 5 heures le soir, bon retour à la face cachée de l'impression 3D. Hey! On est à l'épisode 14. Wouh! Hey! La semaine prochaine, épisode 15. Yes! Puis pour le 15e épisode, on va transposer sur Spotify. Est-ce qu'on va être encore sur YouTube aussi? Oui, ben oui, ben oui. On sera Ben oui. sur YouTube et sur Spotify. Ben oui, on ajoute, on n'enlève pas, on ajoute. Ah On ouais? est dans un système additif, on ajoute des couches. Let's go! Donc, j'espère que vous allez bien dans cette semaine. On est aujourd'hui là pour vous parler du post-processing. Ouais, on a un peu abordé la semaine passée, mais là, on va en aborder un peu plus en profondeur. Plus en profondeur, plus précis, plus de détails, plus de juice. Let's go. Donc, comme d'habitude, ce qu'on vous dit, c'est nos expériences personnelles, nos avis. Faites vos recherches, faites vos propres déductions et croyez pas tout ce que vous voyez en ligne, incluant nous autres. Faites vos propres tests. Il n'y a rien qui va parler aussi bien que vos propres tests et vos propres expériences. C'est exact. Donc, pour vrai, aujourd'hui, l'objectif, je voulais juste faire un peu un overview d'un peu tout ce qui est moins parlé dans l'impression 3D. Parce que quand on parle d'impression 3D, on parle des machines, on parle des matériaux, on parle de tout ce qu'on peut faire, mais on parle très rarement de comment régler le reste après. Parce que souvent, une fois que la machine a fini sa job, c'est la job des bras humains à travailler. Puis quand je parle de ça, il y a beaucoup de monde qui peuvent déjà souffrir des bras en pensant au sablage qu'il y a à faire. Fait qu'il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire, puis je pense que c'est important de faire un peu le tour. Ouais. J'avais quelques petits faits intéressants en premier, mais à penser, parce qu'il y a certains d'entre vous qui vont vouloir, qui sont intéressés par l'impression 3D, mais qui veulent pas s'y plonger, ils veulent faire affaire avec quelqu'un. Le post-traitement, c'est souvent 70% du temps total de la production du ton. C'est 70% du ton. Ouais, non, c'est ça. Le reste, c'est de l'humain, mais il y a 70% que c'est du ton. Nous tenons, vous tenez ça, bref. OK. 70% du temps, c'est de la production, c'est du post-processing. C'est-à-dire du sablage, de la peinture, bref, n'importe quoi, c'est après l'impression. C'est tout le post-processing pour le rendre plus beau. Et souvent, comme c'est 70% de la production, c'est plus long que l'impression elle-même. Ouais. Puis des fois, c'est même plus long que le modèle en tant que tel. Ça dépend. Ça dépend évidemment de quel genre de modèle qu'on parle. Ouais. Mais des modèles super simples peuvent devenir super longs à assembler ou en tout cas, tout le post-process. Il y a plusieurs étapes. On pourrait en nommer quelques-unes comme le retrait des supports, polissage qui peut rentrer dans le sablage également, traitement thermique, c'est-à-dire si on veut les faire chauffer, les faire fondre ensemble, les souder, tous ces éléments-là. Nettoyage des résidus de poudre, pour qu'on parle plus de la SLS, un peu plus dans ça, mais si on parle assemblage, on peut essayer d'enlever la poudre quand on sable pour pas la respirer, et tous ces éléments-là. Puis évidemment, on parle de tout ce qui est géométrie complexe. Fait que c'est-à-dire, aussitôt que tu fais des pièces qui sont plus petites, des pièces qui sont plus complexes, ça prend beaucoup plus de temps parce que c'est beaucoup plus minutieux à travailler, beaucoup plus de risque de briser ou d'abîmer les détails. Effectivement, surtout quand on a des petites pièces en... Je vais le dire. Résine? Oui, merci. En résine, puis que, même en filament. Ouais. C'est Ouais, c'est vrai, t'as raison. Dans les deux cas, faut faire attention. C'est comme, genre, je pense, genre, à ton projet il y avait la petite voiture, là, puis là, t'avais les petits morceaux Fallait que je reproduise une voiture qu'un client avait faite custom. Fait que sa voiture était unique. Il a fallu faire les petits rétroviseurs, puis il se ramassait à être tellement minuscule au final. Pour vrai, c'était très dangereux, puis je les ai brisés 3 fois juste en essayant de décoller. Fait que... non, c'est ça. On parlera pas de la peinture non plus. Donc, selon toi, la première étape quand on parle de post-processing, ce serait quoi? La première qui dit en tête. Genre, je prends une pièce de mon plateau, qu'est-ce que je fais avec? Retirer les supports. Oui. Oui. Et oui. Le retrait des supports, je le divise en deux parties. Actuellement, l'action de retirer les supports, qui est assez straightforward, et l'action de réparer ce que les supports ont fait. Voilà. Parce que le retrait du support, en tant que tel, ça peut être facile comme compliqué, dans le sens que s'ils sont accessibles, s'ils sont bien placés, s'ils sont trop collés ou pas assez collés, tous ces éléments-là. Si c'est trop collé, des fois, c'est vraiment chiant à enlever sans briser. En tout cas, ça devient compliqué. Non, mais après ça, c'est aussi la qualité de ce qui reste sur ta pièce après. Fait qu'une fois que tu retires ton support, souvent, le top du support, le dessous de la pièce qui a été supportée, est moins beau, vu qu'il n'était pas justement sur une surface plane parfaitement. Donc, il faut souvent faire du remplissage, du sablage ou juste l'ignorer si on est paresseux. Mais parce que des fois, si tu planifies bien tes choses, tu es capable de te dire c'est dans une place cachée de la pièce ou qu'une fois qu'elle va être installée, on la verra pas. Dans ce cas-là, on s'en fout. Sa technicalité est là, puis l'extérieur est beau. Mais souvent, c'est ça. Il va falloir retirer les supports et sabler, remplir. En tout cas. Ouais, etc. C'est ça. C'est une étape assez rapide à parler,
Mais le gros du problème là-dedans, c'est de bien calibrer sa printeuse, bien calibrer ses paramètres de support. Puis comme ça te sauve du temps par la suite. Ouais. Après ça, si mon cas, on a enlevé les supports, maintenant on a une pièce. C'est quoi après? Ben, j'allais dire comme enlever comme toutes les. Ben, sabler. Sablé. Couchou, couchou, Non, sablé. mais j'avais tout ça un petit GG, là, mais. Mais oui, sablé, c'est une des grosses parties pour vraiment prendre, surtout du filament, pour prendre du filament puis le rendre clean, faut qu'on sable. Que souvent, le monde va vouloir faire avant, je vais en parler avant, c'est-tu le petit truc du poté. Ouais. C'est de remplir les défauts, remplir les trous avec un agent ben oui, avant, comme du, euh, du Bondo Spot Putty. Souvent, beaucoup de monde va utiliser ça. Pour des trous plus gros, on va utiliser comme du wood filler, du remplissage à bois qui va sécher, puis après ça, on va mettre du putty par-dessus, plus mince. On peut... C'est principalement pour s'il y a des gaps. Quand tu colles deux pièces ensemble, s'il y a un gap entre les deux, tu peux venir le cacher avec ça. Puis évidemment, après ça, ben, une fois que tu as mis ta pâte puis tout a séché comme du bon, ben là, tu sors pour venir unifier tout ça. Puis souvent, ben, t'as trop sablé, donc ça refait une craque, fait qu'il faut t'en remettre. Fait que c'est pour ça que ça prend du temps, parce qu'en plus, il faut que t'attendes après que ton poté, il sache. Faut que t'apprennes que faut que t'apprennes. Ça va bien à matin. Faut que t'attendes après que ton poté ait séché pour pouvoir le ressabler. Puis souvent, si t'es comme moi, t'es impatient, t'attends pas assez longtemps, t'as ressablé, finalement, ça enlève toute la moitié. Un peu comme les cours de peinture qui étaient faits. Attends que ça sèche. Ouais, j'attends que ça sèche. Ça va varier d'un poté à l'autre. T'as même des potés UV que tu mets ton poté, tu me passes une grosse lumière UV forte, puis ça devient solide immédiatement. Donc, évidemment, ça coûte plus cher aussi. Mais bon, c'est plus cher pour sauver du temps. Tout dépendant de ton modèle ou ce que tu veux faire, ça peut valoir la peine ou pas. Mais c'est ça. Fait que c'est de remplir les couches, remplir les cracks, d'éliminer après ça tout ce qui est les layer lines. Fait que quand on parle de layer line, on veut souvent commencer avec un gros papier sablé, genre du 60, du 80, vraiment pour enlever la grosse matière. Puis tranquillement, on va augmenter jusqu'à, mettons, du 180, du 200, 300, du 320, 600. On peut monter à 900. On peut monter jusqu'aussi haut qu'on veut, mais l'important, c'est de bien y aller étape par étape. Parce que souvent, mettons, si on passe avec du 60, ben ça fait comme, vu que c'est des gros grains, ça fait des rayures dedans. Fait qu'après ça, ben, faut tout rééquilibrer, tout le kit. C'est pour ça que moi, le 60, je le fais vraiment quand j'ai une partie qui est pas belle. Souvent, sinon, je vais commencer peut-être plus avec un papier sablé qui est peut-être, mettons, proche peut-être du 120, 200. Quand si on doit vraiment comme pas trop creuser dans la pièce. Surtout si on est dans de la résine. En plus, la résine, elle va faire des lignes tout seul. Là. Fait que, faire attention à ça. Mais sabler, puis un des problèmes du sablage, c'est que c'est dur d'être constant. C'est dur d'être toujours constant, puis tout soit égal, tout le kit. Tu sais, j'avais même une note là-dessus, là. Tu sais, dans les techniques manuelles, que le ponçage ou le sablage, ça demande une expertise pour éviter les défauts. Parce que si tu fais ça n'importe comment, justement, tu te ramasses avec des rayures dedans, tu commences avec des cracks, c'est dur d'éliminer tous les petits défauts qui apparaissent. Souvent, tu vas en rajouter en plus. Fait qu'il faut vraiment bien balancer au niveau de la force, au niveau des mouvements, au niveau de comment le faire, les outils. Ça peut devenir assez compliqué assez rapidement. Fait avec ça, on a parlé un peu poté, un peu sablage. Évidemment, on peut pas comme tomber en détail sur comment les faire parce qu'on peut pas le montrer. Non, ça devient un peu plus compliqué. De façon générale, pour le sablage, du gros grit au petit grit, c'est-à-dire du plus petit chiffre au plus gros chiffre, plus que le chiffre est gros, plus que c'est fin. Fait que comme du 2000, c'est très, 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 très fin, tandis que du 80, c'est très, 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 très gros. C'est-à-dire c'est des gros montons qui sont dessus. Ça va enlever plus de matière, mais évidemment faire plus de trous. Puis ça, remplir au poté, tout ces éléments-là. OK. Si après ça, OK, là, on a enlevé les supports, on a mis du poté, on a parlé un peu d'assemblage, on pourrait parler de ça un peu. Ouais. Assemblage, parce que souvent, on part de plusieurs pièces on prenne selon la grosseur de nos imprimantes ou même des fois juste la forme géométrique qu'on a, on va vouloir assembler les pièces ensemble. Ouais. Ça, il y a plusieurs façons de le faire. T'as la façon simple et rapide, Crazy Glue. Ouais. Ça, c'est-à-dire simple, rapide et tu perds un doigt. Voilà. J'ai jamais été capable de coller avec la Crazy Glue sans me coller un doigt. Jamais. Ça me rentre pas dans la tête, mais j'en ai tout le temps ces doigts, puis je me fais toujours souder les doigts avec. Mais tu peux mettre Crazy Glue un petit peu, sacrer deux morceaux ensemble, les peser fort ensemble, puis normalement, ça fait quand même une pas pire job. Sinon, tout ce qui est colle époxy, on peut tomber dans les colles chimiques aussi. Fait que si on imprime avec de l'ABS, on peut utiliser de l'acétone,
qui va venir faire fondre pas l'acétone, mais l'acétone va faire fondre l'ABS, qui fait que quand les deux côtés ont comme fondu un peu, t'es mis ensemble, ben ils vont fusionner ensemble. Fait qu'à la place d'être comme deux morceaux qui ont un élément entre les deux qui colle, c'est les deux morceaux fusionnés ensemble littéralement, fait que tu peux pas les défaire à moins de les briser ou découper. Ce qui est très intéressant avec l'ABS. En plus de sa fonction qui est plus solide. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça te fait un joint plus solide dans des pièces qui sont plus solides que du PLA, c'est très intéressant. Sinon, on tombe dans tout ce qui est... moi, je sais que j'ai une genre de soudeuse plastique. Okay. Ben, il y a, en fait, avant même ça, il y en a qui vont utiliser un fer à souder, un fer chauffant, pour venir rajouter un peu de matière entre les deux, en filament, là. Ils vont le rajouter entre les deux pour venir comme vraiment faire fondre le contour puis le filament entre les deux pour vraiment refaire encore un peu comme l'acétone va faire, mais plus avec la chaleur pour les faire fondre. Okay. Ben, le filament, c'est pour rajouter de la matière entre les deux parce que souvent, ça va écraser un peu en fondant. Mais souvent, ce que moi, j'aime pas de ça, c'est que ça laisse vraiment des grosses marques. C'est très, très creusé, c'est très déformé. C'est pas très précis non plus, c'est ça. Fait que c'est parce que le contour va fondre. Fait qu'après ça, il faut que tu remettes beaucoup de poté. Ben, il faut que tu sortes beaucoup après. Il faut que tu remettes du gros poté. Tu sais, fait que souvent, je trouve que ça rajoute de la job. Moi, tant qu'à ça, je préfère mettre une bonne colle entre les deux. Puis après ça, utiliser une soudure plastique qui est une espèce de machine qu'on met une petite broche en métal entre les deux. Souvent, elle est zigzaguée. Un peu comme un S, un peu plus long qu'un S, là. Puis cette machine-là va faire chauffer ce petit fil de métal-là très rapidement, puis on la cote contre les deux parties du plastique, qui va venir fondre dans le plastique. Fait que ça vient faire un insert en métal dans ta partie en plastique. Encore une fois, ça vient faire un trou qui est à combler, puis des broches en métal qu'il faut que tu coupes. Mais c'est un peu plus facile, je trouve, à cacher, surtout si tu mets dans l'intérieur. Puis après ça, ben, de venir remplir avec du poté, c'est plus une petite crevasse versus tout le côté qui a fondu. C'est plus facile de venir remplir un petit S ou une petite chose comme ça. Puis ça vient ajouter ta force de plastique, ça vient ajouter à ton plastique la force des broches en métal, qui est assez intéressant. Fait que ça, j'aime beaucoup celle-là, mais ça te coûte des broches. À la longue, faut que tu retrouves des broches dans l'achète, mais pour l'efficacité puis la solidité, je pense que ça peut valoir la peine. Là. Surtout pour des gros morceaux, des pièces qui vont avoir beaucoup de force dessus. Ben, pas nécessairement beaucoup de force, là, mais tu sais, qui vont bouger ou qui vont avoir à travailler. Tu sais, la colle, ça va casser. Parce que ce morceau-là va venir donner une résistance de plus, en plus qu'avec la colle qui est déjà là. Je pense que c'est un des meilleurs deals au niveau solidité. Très cool. Après ça, à quoi tu penses d'autre? Après l'assemblage. On a enlevé les supports, on a assemblé, on a sablé, on a mis du poté, on a ressemblé, on a remis du poté, on a ressemblé, on a remis du poté. Là, on a ressemblé. Ouais, à l'infini, jusqu'à temps que ça soit satisfaisant. Niveau poté, je n'ai pas parlé, mais il y en a aussi en cacane. C'est que tu peux avoir des cannes de filler primer qu'ils appellent. C'est que c'est comme une peinture, mais qui est plus épaisse, donc elle va venir remplir les défauts. Puis souvent, c'est pratique pour justement les détails. Tu sais, les petits détails, les petits défauts, les petites affaires de même. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que ça peut enlever des détails de ton print aussi. Fait qu'il faut bien balancer. Mais souvent, moi, c'est quelque chose qui est assez le fun à avoir aussi. Mais bon, on a sablé puis poté, puis après ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, l'assemblée. L'assemblage, on l'a fait avant. Ça. Je sais pas pour elle. La peinture. Ah, ben oui. Parce que souvent, quand on va faire des gros morceaux, des grosses affaires, on utilise pas mal n'importe quel matériel qu'on a sous la main pour après ça. Parce que de toute façon, si on utilise la majorité des choses comme du poté, comme de la soudure plastique, comme le fer à souder, tout ce qui va te défaire ta plateforme, même sablé en réalité, ben t'as besoin de repeinturer par-dessus. Parce que t'as perdu, avec le sablage, c'est ta partie qui a ton sablé va devenir plus blanchâtre. Avec tous tes autres morceaux, ben c'est rendu tout croche, puis il faut que tu remettes du poté, puis en mettant du poté, ben tu as une autre couleur, fait que tu as une définition entre les deux. Fait que t'as pas le choix de remettre une couche de peinture, au minimum. Donc, la peinture, tu as plusieurs façons d'y aller. Tu peux y aller de la façon longue et fastidieuse, utiliser un petit pinceau pour toute la peinturer, ou tu peux y aller à la cacane. Moi, j'aime beaucoup, j'appelle ça une cacane, by the way, mais c'est les cannes de peinture. Mais une cacane, tu peux mettre ça, tu peintures de loin, puis tout le kit. C'est sûr, tu as besoin d'un espace pour ça. Ouais. Tu peux pas faire ça dans ta pièce, dans ta chambre ou n'importe où. Ouais, mais là, il y a à cause de toutes les vapeurs. Ben, t'as les vapeurs puis t'as la peinture qui va se ramasser sur le mur. Ouais, j'avoue, surtout si t'habites en appart, genre, outil. Oui, c'est ça. Mais même chez tes parents, whatever, je vais te faire assassiner. Ouais, effectivement. Mais faire ça à un endroit bien ventilé, mais d'arriver avec un plateau tournant puis juste de peinturer ça à la cacane, ça te donne une bonne base, surtout pour un bon primer, parce que pour que ta peinture adhère bien à ton plastique,
il faut un primer. Puis le primer va bien adhérer au plastique, puis la peinture va bien adhérer au primer. Fait que ça vient comme faire un agent un peu comme de colle, mais pour la peinture. Ok. Fait qu'en mettant un bon primer, après ça, tu peux commencer avec tes peintures, tout dépend de ce que tu veux faire. Rendu là, ton choix de ta peinture, c'est ce que tu préfères. Tu peux y aller quick and easy, autant que tu peux aller au détail avec du pinceau. Tout ça dépend vraiment c'est quoi ton projet, qu'est-ce que tu veux faire avec. Mais reste que peinturer, surtout si tu veux faire du détail, c'est long en maudit. Ouais. Si tu vas au pinceau, c'est long. Je dis pas si tu prends un morceau que tu as assemblé 3 pièces ensemble puis tu peintures tout ça en noir, c'est fini. Ça y est. Non, c'est toi qui fais. Mais si faut que tu le peintures parce que c'est un personnage ou une tête de bonhomme ou Ouais, peu importe c'est quoi. Ben, juste les miniatures, là, c'est pas Ouais, les miniatures aussi. Là. Mais si tu viens pour peinturer ça, ben ça devient que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Puis je suis pas mal sûr qu'après le sablage, qu'est-ce qui prend? Ben, ce qui prend plus de temps dans tout ça, c'est probablement la peinture. Puis après ça va être le sablage. Avec un vrai bon sablage. Là. Oh, ouais, mais c'est sûr qu'il y a des outils qui existent. C'est vrai, on n'a pas parlé non plus, mais c'est comme les sableuses rotatives. Que ce soit les petits sableuses à vibration aussi. Il y a plusieurs outils qui existent, mais ça dépend tout le temps de ce que tu veux faire. Si tu as une figurine puis tu y vas à la sableuse rotative, tu n'auras plus de figurine. Ouais, non, c'est ça. Tu vas y arracher la face. Elle survivra pas. Mais c'est ça. Mais si tu fais des grosses pièces avec beaucoup de détails en filament, la sableuse va pas vraiment aller chercher les coins. Mais si tu fais, mettons, un cube, là, si vous faites un cube, vous arrachez la tête, ça sert à rien de faire un méga cube. Mais mettons que tu as quelque chose qui a des belles surfaces longues et planes, mais là, la sableuse rotative, elle est fun parce qu'elle t'en enlève beaucoup rapidement. Mais faire attention, on en enlève beaucoup rapidement. Ouais. Parce que si tu en enlèves trop, ben, tu te ramasses dans l'infield. Ah, puis là, t'es faite. ben, ça se corrige, mais c'est encore plus chiant. Là, parce que là, il faut que tu remettes du poté puis tu refasses ta forme curve. À la main, rendu là, t'es aussi bien de faire de la construction papier-mâché. C'est fou, pareil. Ouais. C'est là qu'on réalise que tout le travail que c'est derrière. En arrière, ben oui. Behind the scene. Behind the scene, la face cachée de l'impression 3D. Mon Dieu! Comme si c'était pas dans le titre. Révélation. Révélation de l'année. Au 14e épisode, on aurait découvert à quoi ça voulait dire le nom de l'épisode. Du podcast. Je me pas, ça fait juste 14e épisode qu'on vient de comprendre. Ouais, c'est ça, ça a pris tout ce temps-là avant qu'on réalise. Ah, c'est pour ça qu'on s'est appelé de même. Ça. Surtout que c'est nous qui avons dessiné le nom. Ah non, c'est ça. Je pense, pour ce que nous on fait, la majorité des gens font, pas mal ça. Si on va un peu plus technique au niveau des grandes entreprises, ça va varier beaucoup selon qu'est-ce qu'ils font dans quelle industrie ils sont. Mais souvent, ils vont avoir de l'assistant à la machine. Fait qu'on a, au niveau des machines, on a ce qu'on peut appeler un tumbler, moi que j'appelle. C'est que mettons un cylindre qui a soit du sable, de la roche, des matériaux, des minerais, peu importe c'est quoi, qui vont venir, à force de tourner, over time, vont venir sabler un peu ta pièce dans tous les sens, tous les morceaux, toutes ces affaires-là. Mais ça prend beaucoup de temps. Parce que c'est pas une question de tu vas le faire spinner à 200 km/h. Non, c'est ça. Souvent, c'est du très lent. Puis c'est un peu comme le principe de l'eau qui va corroder une roche. Avec le temps, les années, que ça va finir par user puis venir faire une belle roche lisse, mettons. Évidemment, on veut pas faire tourner ça pendant des années, mais souvent, c'est un bon 2-3 jours qu'il faut faire tourner ça. Okay. Sinon, on a tout ce qui est sandblasting, c'est-à-dire tout ce qui est lavage avec de l'eau avec du sable. Là, justement, le sable va venir reproduire un peu la même chose, c'est que ça va venir enlever les matériels de plus. Ça va venir donner un aspect corrosif à l'eau qui va justement éroder un peu, qui va venir normalement unifier un peu, mais ça, encore une fois, faut que tu fasses attention parce que tu peux venir creuser à des places. C'est un autre outil qu'il faut apprendre à utiliser. Puis il y a des machines qui commencent à faire un peu plus automatiquement, si je me trompe pas. Mais évidemment, on parle de beaucoup de bidous. Ouais, non, c'est ça, mamie. C'est ça. Quoi d'autre? On a tout ce qui est teinture. À la place de peindre quelque chose, on peut y intégrer une teinture. Donc là, on a des machines qui servent à ça. Puis on a une poche d'une teinture précise qu'on met là-dedans. Puis là, ça fait son cycle de lavage. Puis ton morceau de linge, il sort rose à la place de blanc. Ouais, là, mais ça, c'est une autre technique. Mais ça, souvent, c'est que c'est beaucoup plus permanent. Parce que la teinture va vraiment comme venir modifier le plastique pour le faire virer de couleur. C'est vraiment... C'est pas comme quelque chose qui est dessus, c'est vraiment quelque chose qui a intégré ta matière plastique. OK. Fait que c'est intéressant, mais encore une fois, beaucoup de bidou. Ouais, non, c'est ça. Mais sinon, c'est ça. Tu sais, dans les grandes industries, dans les grandes entreprises d'impression 3D pis ces affaires-là, tu sais, les 50% des professionnels, 50% des professionnels disent qu'il manque de personnel formé
pour faire du post-processing. Parce que souvent, on pense à je l'imprime, je le fais, je fais le modèle, nanana, il va s'imprimer, cool. Post-process, le monde n'y pense pas. Non, mais c'est ça, ils sont juste comme genre, OK, OK, fini, genre, mais ben, ça peut être de même, là, mais. Ben, même en fait, dans les print farm, il y en a beaucoup qui offrent pas ce service-là. Ouais. Le monde, ils disent, donne-moi ton fichier, imprime le fichier, te le donne, fini, ils vont enlever les supports, OK, fine. Mais ils vont pas commencer à te le sabler, lisser, toute l'équipe. Non, non, non. Sac ça, puis de passe au suivant. Non, c'est ça. Ça, je trouve ça dommage, parce que, tu sais, dans certains cas, c'est parfait. Je veux dire, si c'est une pièce technique qui est dans un coin, tu t'en fous qu'elle soit lisse puis qu'elle reluise au noir. Ouais, non, c'est ça, ça dépend vraiment de ce que tu veux. Mais si c'est une pièce de devanture, tu veux qu'elle soit belle. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est plate de recevoir une pièce puis de dire, ah, ben là, ben, faut tout que je la travaille après. Non, c'est ça. Puis un autre élément qu'on pense pas, mais dans les plus grandes entreprises, quand il y a plusieurs personnes qui font chacun une étape, ben c'est la variation entre chaque personne va venir changer la qualité. Fait que si t'as un qui fait l'assemblage tout croche, puis les autres font bien leur job, ben les autres vont se faire plus chier pour vous avoir le même niveau. Tandis que si ils font tout leur job, tant mieux. S'il y en a un qui varie beaucoup, s'il y en a un qui est plus fatigué, si t'as ça, c'est que t'as beaucoup une variation, pas juste au niveau du travail, mais au niveau du personnel. Puis t'as pas tout le temps le même personnel dans le même poste, t'as pas tout le temps, ils travaillent pas 7 jours sur 7 tout le monde. Fait que ça, à un moment donné, t'as des pièces qui sortent bien, t'as des pièces qui sortent moins bien, t'en as qui ont plus de facilité dans le sablage, il y en a d'autres ça peut être, c'est très variable. C'est très variable, ça devient très compliqué à avoir une cohérence dans tout ce qui est la qualité. Pour vous donner un peu un exemple, au niveau de rendre le temps plus rentable, c'est que justement, on parlait des machines. Ouais. C'est un artisan peut mettre 8 heures à poncer manuellement une statue imprimée en 3D en PLA, ou est-ce qu'une machine va prendre 1 heure et demie avec une machine de sablage, puis là, j'ai un exemple du genre de la Zortax DSS. Okay. C'est une machine qui le fait, basically, là. Mais quand on parle de la résine aussi, c'est tu vas avoir tes cure wash. Fait que tu as une machine que tu vas pouvoir mettre tes prints dedans, tu passes ça va nettoyer ta pièce. Tu as les ultrasoniques aussi, les machines à ultrasons qui vont venir faire des ultrasons puis qui vont nettoyer ta pièce encore plus. Avec moins de risque de la dommager, parce que, en fond, les cure wash traditionnels, c'est un truc dans le bas qui spin. Okay. Fait que ça fait comme tourner ton eau. Fait que ta pièce, elle veut bouger, elle peut se cogner, nanana, un peu, dans le son bac. Tandis que l'ultrason, ben, c'est vraiment minuscule. Fait que ça vient comme juste dégager les particules qui sont déjà pas vraiment collées. Mais la pièce, elle bouge pas. Fait que ça, c'est le fun. Sinon, au niveau du futur du post-traitement, c'est sûr qu'avec l'IA, on parle beaucoup d'IA ces temps-ci. Ça a été la grosse mode dans 2024, même 2023, je pense qu'on en parlait déjà beaucoup en plus. Mais 2024, on en a parlé en maudit de l'IA partout ce qu'on allait. Fait que c'est d'être capable d'avoir un IA qui va commencer quand tu fais ton slicing, de dire, hey, il va y avoir sûrement des défauts à ces places-là. Ouais. On va modifier certains paramètres là. Puis, à un moment donné, tu n'auras probablement plus besoin vraiment de t'occuper du slicing parce que tu vas avoir un IA qui va se rappeler de tout. On va dire, ah ben là, on sait c'est ça va faire ça, nanana. Puis elle va toujours tout varier tes affaires. Ça, c'est quand même le fun. Puis sinon, il va y avoir des systèmes de recyclage de matériaux. Fait que tu sais, tout ce qu'on parle de SLS, mettons, tout ce qui est un bac de poudre, ben, t'as une machine pour la nettoyer, c'est que ça sort comme un pain, justement, on en parlait un peu la dernière fois. Fait que tu sors ça, puis là, t'as une machine fermée, que là, la poudre va un pas voler partout dans la pièce. Puis deux, tu vas pouvoir comme tout la nettoyer, tout, puis la renvoyer dans un bac qui va pouvoir être réutilisé par la suite. Ah, ça, c'est cool. Fait que si tu fais ça, mettons, dans ton salon, tu vas avoir de la poudre partout, parce que c'est de la poudre vraiment fine. Puis c'est pas mal ça. Ouais, c'est bon. J'ai beaucoup parlé cet épisode-ci. Ouais, mais j'ai appris des choses. T'as appris des choses? Oui. C'est bien. Oui. Maintenant, c'est quand est-ce que tu vas venir en faire avec moi, là? T'as toujours pas fini ton projet de dinosaure? Que j'ai fini pis qui est rendu là. Merci. Mais c'est une grosse job. Non, ouais. Une grosse partie de la job qui est souvent, malheureusement, mise de côté. Ouais, c'est vrai. Mais c'est une partie à part entière, tant qu'à moi. Ouais. Ben, c'est comme si tu fais un affichage. Ben, tu peux faire un sur l'autre, mais ça n'aura pas vraiment le style. On n'a pas parlé de ça, mais tout ce qui est de rajouter des éléments. On a parlé vraiment de finir une pièce. Mais tu sais, si tu fais un affichage LED, tu as besoin d'un contrôleur, tu as besoin de LED, tu as besoin de ton câblage, faire de la soudure. Tout ça fait partie de ton post-process parce qu'une fois que ta pièce est faite, ben, il faut que tu l'assembles. Ouais. Tu sais, quand tu as des tops de plusieurs couleurs différentes, tu assembles tout ça, tu mets tes LED dans le fond, il faut que tu arrives aux bonnes places pour bien illuminer. Et ça fait beaucoup d'autres choses à penser aussi. Là. Effectivement. Ça change tes coûts aussi. Mais ça, c'est pas la question aujourd'hui.
Fait que c'est pas mal ça. On a fait un bon 20-25 minutes, si je me trompe pas. Bien possible. Fait que la semaine prochaine, c'est toi qui parles plus. Ça va dépendre de quoi on va parler. Je me rappelle pas, c'est déjà planifié, mais je me rappelle pas c'est quoi qu'on parle la semaine prochaine. Ouais. Mais c'est ça. Fait que dites-nous si en commentaire vous faites du post-process. Ouais. Si vous en faites, pour vrai, dites-nous-le. Ouais, Dites-nous si vous avez des vos cues, techniques. ouais, c'est ça, vos des trucs, éléments vos qu'on n'a pas techniques, parlé, vos trucs préférés. Comment vous faites pour sabler quelque chose super rapidement sans vous brûler les bras puis avoir des biceps de 3 kg chaque? Voilà, c'est ça. Mais ouais, ça serait super intéressant à savoir, puis on pourrait à notre tour le partager avec les autres. oui. Comme toujours, dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Vous pouvez toujours nous envoyer un courriel si vous êtes trop gêné que les autres vous lisent. Mais nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, ça va toujours faire plaisir. Ben oui. Puis continuez de faire attention, n'oubliez pas votre santé personnelle, les équipements de protection individuelle. Ça, on n'a pas parlé vraiment aujourd'hui, mais tout ce qui est masque, lunettes, des gants pour tout ce qui est résine. Faites attention à vous parce que vous avez une seule vie, puis vous avez juste 10 doigts. Si vous en coupez un, vous en avez 9. Bravo, tu sais faire des maths. 1 plus 6 fait 3. Écoute. Bon. C'est ça. Ben, on se voit la semaine prochaine, épisode 15. Puis, oubliez pas, la semaine prochaine, avec l'épisode 15, eh bien, on tombe sur Spotify. Donc, à partir de l'épisode 15, tous les premiers épisodes vont être uploadés directement, du 1 jusqu'à 15. Puis après ça, ben, ça va suivre. Fait que, si vous préférez les écouter on the go, parce que je sais que YouTube, ben, maintenant, il faut que tu payes si tu veux l'écouter ou des affaires de même. Si tu veux l'écouter juste en version podcast sur ton ordi, ça va être, dans ton char ou des trucs comme ça va être beaucoup plus facile. You're right. Et si vous avez d'autres plateformes que vous voulez aussi, dites-nous-le. Ouais, c'est ça. Moi, on n'est pas fermé pour les plateformes. Puis ouais, on n'est pas fermé non plus si vous avez des suggestions. Des suggestions. Moi, j'avais compris des petits rejetons. Fait que j'étais comme, de quoi tu me parles? Ouais, non, c'est ça. On n'en veut pas de vos petits rejetons. Oh, good. Ouais, fait que, ouais, c'est ça. Si vous avez des suggestions. Des suggestions. Je vais pas capable de dire suggestions. À la semaine prochaine! Bye!